Madame, monsieur, vous êtes fidèles, nous aussi. Eh bien, voici encore la revue des grands pour vous offrir le meilleur en termes d'analyse et de décryptage des sujets que traite la presse locale. Nous sommes là pour cette deuxième édition. C'est mardi, le 27 juillet. Tout de suite, voici ce que propose la presse ce matin en résumé. La une de la Nouvelle Expression pour commencer. Genève, révélation sur les voyages présidentiels. Le directeur de l'hôtel Intercontinental raconte comment il a rencontré Paul Biya il y a plus de 50 ans. C'est à retrouver en page 2 de la Nouvelle Expression, parution de ce matin. L'article est signé de Limba Biapa en page 2. Vous lirez cet article sur les séjours présidentiels à l'hôtel Intercontinental où il séjourne depuis le 11 juillet dernier. Le jour est en cause que ce matin il parle de la falaise de Tchang. Pourquoi la recrudescence des accidents? Le quotidien bleu a eu une interview avec le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest. C'est à retrouver en page 2 et 3 de Le Jour de ce matin. Mutation parle de la filière porcine. La peste en gras, écrit Mutation. L'épizootie se propage à travers le Cameroun, provoquant dans certaines régions des abattages massifs de bêtes. Les éleveurs de porcs aux abois. Indique Mutation en page 7, 8 et 9 de sa parution de ce jour. Cameroun Tribune parle de la stratégie nationale de développement, l'offensive de communication, la 10e édition du SAGO, ouverte hier à Yaoundé par le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, représentant du Premier ministre-chef du gouvernement, veut donner, écrit Cameroun Tribune au grand public, les clés pour comprendre la nouvelle politique de planification sur la période 2020-2030, dossier Cameroun Tribune à page 4 et 5 de son édition de ce mardi. Émergence, le quotidien bilingue parle du Fonds spécial de solidarité contre le Covid-19. Le MinSanté doit justifier près de 41 milliards de francs CFA, indiquent nos confrères de Émergence qui font la synthèse de ce rapport publié en fin de semaine par le ministre des Finances, Paul Motazé, sur l'usage qui a été fait de ce fonds mis en place pour faire face à la pandémie, ses répercussions sociales et économiques. L'économie quotidienne parle ce matin d'accompagnement, les conditions d'éligibilité des PME à la garantie des 200 milliards de francs CFA de l'État. Ce financement vient d'être mis à disposition par le gouvernement pour permettre aux opérateurs économiques, écrit le journal, de renforcer leurs activités en fonds de roulement ou en termes d'investissement dans un contexte où la pandémie du coronavirus a un impact négatif sur l'économie, c'est-à-dire dans les colonnes du journal L'économie quotidienne, édition de ce matin. Et puis, Vision économique est en cause que ce jour et parle de la direction générale des impôts, embellie des recettes fiscales au premier semestre 2021, l'action prépondérante de la direction des grandes entreprises. Sur les 1000 milliards de francs CFA de recettes collectées au 30 juin 2021, la direction générale des grandes entreprises de la DGI a réalisé à elle seule plus de 800 milliards de francs CFA, soit un taux de 80%. C'est allié en page 7 de la parution ce jour de l'hebdomadaire Vision économique qui est en kiosque. Vous lirez également en kiosque ce matin Relais d'Afrique qui parle de la mairie de Douala 3e, l'évolution des leviers de croissance actionnés par le maire, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal. Voilà les parutions de ce jour. Retour en plateau avec nos invités du mardi. Nous accueillons Camille Nélé. Camille, bonjour et bienvenue. Donald Priscamwa, bonjour. Bonjour Casimir Designotaï. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Un bonjour spécial à deux grandes personnalités ce matin. La première personnalité, c'est le gouverneur Mijiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord, qui vient de faire un tour à Saguenay où 8 militaires, l'actualité l'a dit abondamment, ont été froidement massacrés par Boko Haram la semaine dernière. Le gouverneur de la région du nord-ouest, de l'extrême nord, qui a galvaniser les populations, qui a compati à cette douleur, mais qui a galvanisé les populations en leur demandant
vraiment de rester, d'avoir l'œil ouvert et de se mobiliser pour faire face à cette situation. Pas parce que ces populations peuvent se battre contre Boko Haram, mais au moins participer par le renseignement et surtout par l'éveil et d'avoir peut-être la possibilité de pouvoir alerter les forces de défense dès qu'une incursion est en marche. Notre bonjour au ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, M. Betty Assemon, qui lui aussi vient de faire un tour du côté de l'Ouest, où il est allé de visiter cette unité de gendarmes de police, où des terroristes viennent de tuer des Camerounais qui ne faisaient que leur métier. Ces deux personnes, sur la personnalité, je dis bien qu'elles font bien leur métier, mais seulement il y a un problème, le problème de fond qui se pose, c'est que je pense qu'il faut absolument renforcer l'effectif de ces unités opérationnelles. Parce que quand vous voyez une brigade gendarmerie qui a 5 gendarmes et qu'il y a au moins 45 terroristes qui arrivent, vous voulez que ces 5 gendarmes fassent quoi? Okay. Quand du côté de Sagmé, il y a environ 200 personnes qui sont arrivées, n'ont trouvé que 8 militaires. Moi, je pense que d'un côté, comme dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème maintenant d'occupation territoriale et surtout d'équipement et de prévention. Parce qu'on doit prévenir et être en mesure de pouvoir sécuriser davantage les personnels qui sont sur le terrain. Nous accueillons Kazimi Désiré Tanier. Kazimi, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald, bonjour le doyen. Et je crois que le doyen pose la main là sur un problème réel, mais beaucoup plus du côté de l'Ouest, parce que vous avez vu que la crise dans le Nozo était en train de se déporter du côté de l'Ouest. Il faut sécuriser davantage la région de l'Ouest pour que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne se déporte pas de là-bas. Mais je me suis réveillé ce matin avec un chiffre qui me donne du tournis. 8000 Camerounais qui meurent chaque année pour erreur médicale. Tout simplement. Je crois que le chiffre est effrayant et ça donne véritablement du tournis. Il faudrait que les médecins soient de plus en plus efficaces, vigilants pour qu'on n'en arrive plus là. Et j'en profite pour dire un bonjour à tout le personnel soignant de l'hôpital La Quintini. Vous savez que c'est l'un des principaux centres hospitaliers de la région du littoral. Et c'est là où on trouve le plus grand nombre de spécialistes. Et même du Cameroun. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est là où on trouve le plus grand nombre de spécialistes. Et j'en profite également pour dire un bonjour spécial à quelqu'un là-bas qui est un féru de la revue des Grandes Unes. Il s'agit du docteur Kamdem, qui est neurologue et qui m'a rassuré que tous les jours, il ne manque pas de suivre la revue des Grandes Unes. Merci et bonjour à M. Kamdem. Alors, on va passer à l'analyse de ces sujets. D'abord, la nouvelle expression parution de ce mardi. Genève, révélation sur les voyages présidentiels. Le directeur de l'hôtel intercontinental raconte comment il a rencontré Paul Biya il y a plus de 50 ans. C'est allé en page 2 du journal La Nouvelle Expression dans son édition de ce matin. Le journal La Nouvelle Expression qui s'est appuyé sur un article publié par nos confrères de courrierinternational.com qui revient sur les séjours du chef de l'État à Genève en Suisse dans ce fameux hôtel intercontinental à Genève. Camille Nélé, Paul Biya est un vieux client de l'Intercontinental. Il faut d'abord commencer par dire que courrierinternational.com c'est un journal en ligne. Et ensuite un journal en ligne qui est en train d'exploiter à travers ce qui a donné matière à l'article de ce matin, à l'administration, qui est en train d'exploiter un livre publié en 2007 par l'un des directeurs de l'hôtel du l'ancien directeur de cet hôtel. Bon, alors, un livre qui est connu, qui est public depuis 2007, qu'on reçoit en 2021, parce que le président Paul Biya vient de séjourner à Genève et parce qu'il y a eu du grabuge à Genève à cause de sa présence. Bon, je ne sais pas si l'opportunité était bonne à saisir, mais ce qui est certain, c'est que l'expression parle de ce jour, de ce livre qui a été publié par l'un des anciens directeurs de cet hôtel qui a raconté dans le détail comment il a fait la connaissance de M. Paul Biya. Depuis 1969, quand M. Paul Biya n'était même pas encore Premier ministre. Et il raconte comment leur amitié s'est renforcée au fil des années. Mais il
faut dire que le président Paul Biya, par le seul fait de choisir systématiquement l'intercontinental de Genève quand il se déplace en Europe, moi je pense que c'est quelqu'un qui, comme on le sait, est fidèle à ses habitudes. Et s'il était en train de... Si cette année, il passait à l'intercontinental, l'année d'après, il passait à un autre hôtel, mais le seul fait d'aller dans le même hôtel chaque jour, ça veut dire que c'est un homme d'habitude, c'est un homme qui ne tient pas à ce qu'on le présente comme comme du vagabondage, un spécialiste du vagabondage hôtelier. Le seul fait de descendre à l'hôtel intercontinental démontre que c'est quelqu'un qui a su peut-être trouver les conditions qu'il juge nécessaire pour un séjour agréable. Et encore, dans ce livre, on nous apprend qu'il n'y a pas que Paul Biya qui est habitué à cet hôtel. Il y a au moins 8 autres chefs d'État africains qui viennent dans ce hôtel de classe internationale qui, bien évidemment, offre un service absolument haut de gamme. Alors, avec une nuit à $40 000, écrit ce matin nos confrères de la Nouvelle Expression, là, sans compter les locations de ces avions privés, ça coûte cher ces séjours réguliers de Paul Biya à l'intercontinental, au contribuable camerounais. Oui, je crois qu'il faut, à partir du prétexte du livre de Herbert Scott, il faut un peu essayer d'évaluer le coût des séjours présidentiels. Le chef de l'État du Cameroun, qui depuis pratiquement 38 ans, séjourne régulièrement, pratiquement à chaque été, à l'hôtel intercontinental. Nous avons essayé d'investiguer dans nos habitudes de journalistes d'investigation, comme vous le savez bien, vous savez, je le suis et je le demeure, le chantre du journalisme d'investigation au Cameroun. Nous avons essayé donc d'investiguer pour voir exactement ce que coûtent les séjours du président Paul Biya à l'hôtel intercontinental. Il loue, comme c'est le cas cette fois-ci, un avion, un Boeing 767 DX, qui coûte par heure 13,8 millions de francs CFA par heure. Lorsque vous savez combien d'heures on a par jour, 24 heures par jour, et que vous voyez qu'en une semaine, ça va faire 160 heures, vous pouvez vous-même faire les calculs. Vous savez, j'étais très faible en mathématiques, c'est pour cela que je suis devenu journaliste. Donc je crois que les téléspectateurs peuvent eux-mêmes faire les calculs. 13,8 millions de francs CFA par heure pour 160 heures. Vous pouvez faire les calculs. Quant à l'hôtel en lui-même, il coûte 10,9 millions de francs CFA. Donc pratiquement 11 millions de francs CFA par heure également. À tout l'ensemble. 10 millions par heure? 10 millions, oui, je précise. 10 millions,9 par jour, s'il te plaît. 10 millions? Oui, par jour. Une chambre d'hôtel? Non, ce n'est pas une simple suite. C'est-à-dire avec tout son entourage. Mais tout son entourage. C'est facile, il est parti avec 2 personnes. Il part souvent avec combien de personnes? Même si c'est 2 personnes. Mais c'est facile, il est parti avec 2 personnes. Habituellement, ça fait environ 10,9 millions de francs CFA par jour. Et vous savez que une journée, c'est 24 heures. Vous allez voir dans les 76 millions de francs CFA par semaine. Vous voyez ce que coûte le séjour. Quand vous multipliez cela par le nombre de séjours que le chef de l'État a engrangé depuis pratiquement 38 ans, qu'il est président de la République et qu'il est le client fidèle, ou alors l'un des clients fidèles de l'hôtel intercontinental. Ceci nous amène à dire quoi? Ceci nous amène à dire que le chef de l'État camerounais n'a jamais privilégié les destinations touristiques camerounaises. Il y a suffisamment de sites touristiques, même chez moi à Banjul, pour ne pas parler de Kribi ou de Limbe et autres. Il y a suffisamment de sites touristiques que le chef de l'État pouvait promouvoir. Je suis passé récemment dans un hôtel à Bangou, qui est le haut de gamme des hôtels au Cameroun. Et je crois que c'est pour cela qu'on a choisi la région de l'Ouest pour abriter l'une des poules de la CAN prochainement. Pourquoi le chef de l'État ne séjourne pas dans les hôtels touristiques, dans les lieux touristiques du Cameroun? Donc voilà, et je voudrais chuter par là pour dire que vous avez vu que depuis pratiquement 22 mois, il n'a plus séjourné, il n'est plus allé, parce que justement la basse l'en empêchait. Peut-être c'est là où je peux au moins trouver quelque chose de positif dans l'action de la basse. Alors, Kaminele, bon, évidemment, nous ne confirmons pas les chiffres donnés tout à l'heure par je l'ai dit, ce sont mes chiffres, je suis journaliste d'investigation et je les assume. Les séjours présidentiels à l'étranger, nous sommes réservés sur
la véracité de ces éléments. Vous avez raison d'être prudent. Mais de façon globale, on sait qu'une enquête a été publiée en 2018 sur les séjours présidentiels en Europe. Entre 1982 et 2017, Paul Biya aurait fait 4 ans et demi en Europe pour 65 millions de dollars. C'est un consortium de journalistes appuyé par Transparency International qui a publié cette enquête en 2018. Est-ce que le contribuable camerounais, lorsqu'il écoute ça, est-ce que c'est bien pour la bonne gouvernance? Je veux d'abord dire une chose. C'est bien beau d'aligner des chiffres pour démontrer que c'est la gabegie absolue. Mais ce que je veux dire, je pose une question fondamentale. Vous savez, est-ce que vous connaissez le salaire mensuel de Paul Biya? Vous pensez que Paul Biya est incapable de financer son propre séjour avec ses propres fonds personnels? Vous connaissez le salaire de Paul Biya? Bon, ça c'est la première des choses. Ça veut dire qu'il est capable, il est en mesure de pouvoir voyager et payer son voyage de son propre. C'est quoi le salaire de Paul Biya pour nos téléspectateurs? Moi, je ne suis pas là pour je ne le connais pas. Bon, mais je ne sais même pas si tous ses collaborateurs le connaissent. Mais Paul Biya a un salaire. Et ça veut dire qu'avec ce salaire, il est capable de se payer un voyage. Mais je ne suis pas là même pour... si Paul Biya a un salaire, le salaire de Paul Biya ne peut pas être 13 millions par heure. Par heure. Non, vous aussi, Casimir, quand vous dites qu'un hôtel coûte 13 millions par heure, ça veut dire qu'il... C'est pas l'hôtel qui coûte 13 millions par heure, c'est l'avion qui est loué à 13 millions par heure. Oui, l'hôtel coûte 10 millions par jour. Mais quand vous dites que... Je précise. Quand vous dites qu'un avion est loué 13 millions de francs par heure, c'est-à-dire qu'entre Douala et Genève, oui. Vous le louez après... Non, puisqu'il immobilise. Non, c'est pas ça. Quand l'avion arrive là-bas, l'avion présidentiel, Camille, si vous ne savez pas, est immobilisé. Ce n'est pas un avion le temps du séjour. Dès qu'il est loué, il devient l'avion présidentiel. Dès qu'il est loué, il devient l'avion présidentiel et il est mobilisé le temps du séjour. Ne faisons pas de la spéculation. Ne faisons pas de la spéculation. Il loue un avion pour aller à Genève. L'avion ne dépose, ils vont revenir me chercher dans tel jour. Je pense qu'à 13 millions de francs par heure, un client comme celui-là, on ne fait pas la fine bouche. Et on ne va pas rester à attendre pendant une semaine, 2 semaines. Là, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, moi, je dis que quand un chef d'État se déplace, cela suppose des moyens. Et dans le cas actuel, où il est parti uniquement avec son épouse, avec le directeur du cabinet civil et avec son maître de camp, ça ne fait que 3 personnes. Et le chef du protocole d'État, sinon Pierre Biquet également. Ça fait 4 personnes. D'après le communiqué publié par le cabinet civil. Ça fait 4 personnes et ces 4 personnes vivent dans une suite. Donc ce n'est pas 4 chambres, mais une seule suite, ça suffit. Mais moi je pense que spéculer et couper les cheveux en 4 sur les voyages du chef de l'État, oui, ça peut être utile, parce que vous dites que l'enquête qui a étalé ces chiffres a été faite par des journalistes indépendants dont on ne donne pas les noms. Pour le compte de Transparency. Les noms sont connus, pour le compte de Transparency. On a longuement parlé pour le compte de Transparency International, dont on connaît la démarche essentiellement accusatrice qui a été faite, parce qu'on a vu l'un des ex-patrons de Transparency International, M. Akiri Mouna, qui a donné un certain nombre de révélations sur les manières, sur les façons, les modus operandi de Transparency International quand il fallait rechercher un certain nombre de choses. Mais moi je dis que... La présidence n'a jamais démenti ces données-là. De toutes les manières, vous savez que la présidence de la République et le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne joue pas au ping-pong. Vous dites vos choses, dites-les pour vous, gardez-les pour vous. Camille, ma question c'était celle-ci. Oui. Est-ce que ces dépenses, ces chiffres qu'on donne, pour un pays en voie de développement, j'allais dire sous-développé comme le Cameroun, pour un pays où les gens n'ont pas d'eau, d'électricité, est-ce que c'est bon pour l'image du Cameroun et pour la bonne gouvernance? Je dis tout simplement que moi, je n'ai pas d'opinion à donner. Je dis tout simplement que ces voyages-là, on leur coûte. Et le président de la République qui engage ses dépenses pour des voyages privés, il sait sur la base de quoi il les fait. Et moi, je pense qu'il ne les fait pas parce qu'il est en train de jouer au jeu du bonhomme qui mange tout seul, grassement, pendant que le pays, lui, est en train de mourir de faim. Donc, c'est facile de dire que pour un pays en voie de développement, un pays pauvre et très endetté, qui a de la peine à réaliser un certain nombre de choses. Bon, maintenant que les gens disent que le président de la République utilise des milliards pour sortir pour un voyage privé en Europe, bon, ça donne peut-être, ça fait dresser les cheveux sur la tête de certains. Mais maintenant, quand on ira regarder dans le détail ce que ce voyage a coûté, on verra que c'est 50 fois moins que ce qui a été publié dans les journaux. On attend que la présidence communique sur ce que coûte ces voyages. On va passer à autre chose. La présidence ne communiquera jamais. Mais la présidence est une grande muette. Et je voudrais rappeler, et je le précise à Camille, j'ai longtemps côtoyé Yves Michel Fotsou, qui était l'un des
des meilleurs gestionnaires de la Camer, qui m'a exactement expliqué comment fonctionnent les voyages présidentiels. Il faut le savoir. Quand vous exposez Michel Fosso. Non, je ne l'expose pas. Je le dis. N'a jamais dit publiquement ce genre de choses. Permets. Je dis, quand un avion est loué pour le compte du président de la République, il acquiert le statut d'avion présidentiel et pour le séjour, pour l'ensemble du séjour. On ne le loue pas pour quelques heures et après on le déplace. On le loue pour tout le séjour présidentiel et quelle que soit la durée du séjour, il est immobilisé et il est payé par heure. Je venais encore de vivre cela. Pour chuter. Oui, je venais encore de vivre cela pour les obsèques du patriarche Fosso Victor, où sa fille a loué un avion pour transporter la dépouille. L'avion était obligé d'être stabilisé à l'aéroport de Bamungum, de Bafoussam, jusqu'à ce que l'enterrement s'achève pendant 2-3 jours. Et elle a repris le même avion. Et cela, c'était au coût de la famille Fosso. Donc, je sais comment on loue un avion. Et quand je le dis en tant que journaliste. Et si la famille Fosso peut se le permettre. Je le dis et je prends cela sur moi. Si la famille Fosso peut le permettre, pourquoi pas le président de la République? C'est l'argent du contribuable. Cet argent, l'argent de Fosso n'est pas l'argent du contribuable. L'argent de Fosso, c'est autre chose. Et l'argent du contribuable que Paul Biya gaspille pouvait nous servir à créer des écoles, à faire des emplois, à créer des hôpitaux et autres. Voilà justement le sens. Même si vous faites semblant de faire croire que c'est son salaire, Paul Biya ne peut pas gagner jusqu'à 10 millions par heure. Alors, ça, c'est impossible. Ça peut aussi relancer un débat sur la nécessité pour le président d'avoir un avion personnel. Mais le problème existe depuis très longtemps. Vous savez très bien que le président avion personnel. Attendez, le président Idio avait acquis un avion personnel. Vous comprenez? Et le Cameroun n'avait même pas encore les moyens qu'il a aujourd'hui. Mais cet avion-là a vieilli. Et le président Paul Biya a entrepris d'acheter un avion. Vous savez ce que ça a coûté. Ça s'est retrouvé avec deux affaires d'avions. D'abord l'affaire du BB Jet, que là on a connu, et ensuite l'affaire de l'Albatros, que là on a connu. Deux affaires, des personnes mises à contribution pour l'achat de ces deux avions. Ces deux personnes se sont retrouvées en prison pour des raisons diverses. Mais maintenant, moi, je ne vois même pas là où cela relance le débat. Cela relance le débat non seulement sur la nécessité pour le chef de l'État du Cameroun d'avoir son avion personnel, il l'avait. Mais si cet avion-là a vieilli, et s'il a eu l'intention, s'il avait la volonté, s'il avait même les moyens d'acheter cet avion, il ne l'a pas encore acquis. Mais moi, je pense que l'autre débat, c'est les avoirs du chef de l'État. Les gens oublient que Paul Biya n'a pas seulement un salaire. Paul Biya est dans la fonction publique depuis 1962. Ce salaire, c'est combien, Camille? Attendez. Vous le dites depuis. Attendez, Paul Biya est dans la fonction publique depuis 1962. Mais vous oubliez que Paul Biya a aussi des plantations. Bon, on va passer à autre chose. Ces plantations peuvent lui payer des temps de séjour présidentiel. Parlons toujours surtout en visite privée. Chers messieurs, parlons toujours du gouvernement et de son action qui est en vitrine depuis hier à Yaoundé. C'est au Palais Polyvalent des Sports. C'est à la une de Cameroun Tribune dans sa parution de ce matin. Stratégie nationale de développement. L'offensive de communication, titre nos confrères du quotidien gouvernemental. La 10e édition du Salon de l'action gouvernementale ouverte hier à Yaoundé par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, représentant du Premier ministre chef du gouvernement, veut donner au grand public les clés pour comprendre la nouvelle politique de planification pour la période de 2020-2030. Casimir, vous saluez la tenue désormais régulière du SAGO? Oui, il faut saluer toutes les initiatives, toutes les bonnes initiatives. Au moins cette fois-ci, je peux dire que tout n'est pas toujours peint en noir, comme on a l'habitude de voir au Cameroun, le verre à moitié vide. Moi, au moins sur cet aspect, nous pouvons voir le verre à moitié plein. Je dis bien à moitié parce qu'il n'est plus jamais plein, le verre du Cameroun. Je voudrais saluer également le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui a procédé à l'ouverture du SAGO en lieu et place du Premier ministre, puisqu'il en était le représentant personnel. Mais je ne cesserai de m'interroger sur l'utilité ou bien l'opportunité de ce SAGO. Je ne pense pas qu'en quelques jours, on peut complètement dévoiler ce que c'est qu'un gouvernement avec une soixantaine de ministères et autres. Je crois que le SAGO devrait juste, c'est vrai que c'est une vitrine, mais ça devrait permettre à chaque ministère de comprendre qu'il y a matière à réflexion, qu'il faut travailler, et que chaque ministère devrait peut-être organiser, pas son SAGO, mais peut-être des journées portes ouvertes à l'intérieur de son ministère pour permettre à la grande majorité des Camerounais de connaître comment ce ministère fonctionne, quels sont les services, qu'est-ce qu'il offre comme plus-value pour l'intention des Camerounais. Donc, très bien pour le salut,
mais insuffisant pour chaque ministère, pour chaque département ministériel. Le salon de l'action gouvernementale qui offre là une opportunité au gouvernement de parler de ses actions, mais Camille Nélé, pourquoi la communication n'est pas inscrite comme un instrument de pilotage des actions publiques au Cameroun? On n'a pas l'impression que nos dirigeants voient la communication comme quelque chose de bien. On se pose la question, et surtout quand on réalise le paradoxe de l'existence des cellules de communication dans chaque ministère. Parce que chaque ministère a un chef de cellule de communication. Cela suppose une cellule de communication. Et ces cellules de communication devraient logiquement être le moteur de la communication des actions de chaque département. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que chaque ministère devrait s'arranger à avoir des journaux, avoir des magazines, avoir maintenant des articles qui sont envoyés dans les journaux régulièrement, même si ce sont des informations, mais pourvu que le grand public soit informé des actions permanentes de chaque gouvernement. Malheureusement, ce n'est jamais le cas. On attend d'organiser un salon, tout un salon où les gens vont venir regarder chaque ministère, regarder ce qui se fait dans chaque ministère. C'est ponctuel, c'est une fois par an. Bon, moi je dis que ça fait peut-être pas de mal, ça fait aussi bling bling, mais en réalité, chaque département ministériel, à travers sa cellule de communication, devrait être à même de mieux communiquer sur les actions de chaque département. Mais il faut quand même rappeler que le SAGO était l'initiative d'un privé, d'un service de communication, d'une société de communication qui a lancé cela et que le gouvernement a pris pour son compte. Et dire également que dans le SAGO, on ne retrouve pas seulement les ministères, on trouve également les actions, on trouve les sociétés publiques et parapubliques. Vous y trouverez Kamwata, Kamtel et tout ce que le secteur public et parapublic compte. Mais je dis c'est insuffisant et je confirme également que Camille a raison de dire au moins pour cette fois, lui et moi on s'entend sur un sujet parce que vous savez qu'on est toujours à couteau tiré sur plusieurs sujets. Il faudrait que chaque établissement, chaque département ministériel se fasse voir par son service de communication, par ses magazines, ses actions, les publi-reportages. Et malheureusement, cela pose également le problème des publicités dans les sociétés publiques. Parce que le budget de l'État impose un quota à faire pour chaque entreprise, à faire un quota publicitaire que chaque entreprise devrait faire dans les médias. Malheureusement, quand bien même cela est fait, c'est uniquement pour les entreprises de services publics, c'est-à-dire Cameroun Tribune et CRTV. Comme si les autres n'avaient pas voix au chapitre, comme si le jeune enquêteur ou bien Equinox Télévision, Canal Plus et autres n'avaient pas voix au chapitre. Très bien, on va parler de ce rapport publié par le ministère des Finances sur la gestion des 180 milliards de francs CFA du Fonds de solidarité de lutte contre le Covid-19. C'est à la une du quotidien Émergence Emos Fongo. Le ministère de la Santé publique, oui, peine à justifier 41 milliards de francs CFA. Camille Nélé, vous avez certainement parcouru ce document publié par le ministère des Finances sur la façon dont ce fonds a été géré, et le ministère de la Santé publique occupe une place de choix dans ce document. Le ministère de la Santé publique occupe une place de choix, et depuis que la pataquès de la Covid-Gate est en train de calciner les journaux et les réseaux sociaux, on attend effectivement que les uns et les autres, du moins les personnalités indexées dans la gestion de ces fonds s'expliquent. Malheureusement, il n'y a pas de forte explication jusqu'à présent. On s'attendait à ce que, comme l'a dit, l'avait fait, du moins, l'avait dit, selon les instructions présidentielles, que les personnes impliquées dans ce dossier soient entendues. Malheureusement, on ne voit toujours pas de poursuite judiciaire. On nous a parlé d'un rapport de la Chambre des comptes qui arrive maintenant. C'est un rapport maintenant du ministère des Finances. Nous, ce qu'on veut savoir, on parle de milliers et de milliers de dollars, de milliards et de francs CFA. Mais on demande maintenant
Maintenant que le ministre des Finances estime qu'il y a au moins 41 milliards pour lesquels le ministre Manaouda Manassé devrait s'expliquer, qui s'explique? C'est tout. Moi, je pense que ces gros titres dans la presse ne nous font pas avancer dans le sens de la compréhension de la vérité. Donc, aujourd'hui, c'est après le rapport des comptes qui a donné ses conclusions, dont les conséquences sont attendues. Maintenant, voilà le ministre des Finances, on attend. Bon, lui, Manaouda Manassé, est-ce qu'il est sommet de s'expliquer? Est-ce qu'il s'est encore expliqué? Casimir, 2 mots sur cette affaire. Le ministre de la Santé publique qui est arrivé très enthousiaste, adulé par une bonne partie de l'opinion en tout cas. Est-ce qu'après la publication de ces 2 rapports, d'abord celui de la Chambre des comptes de la Cour suprême, ensuite celui du ministère des Finances, est-ce qu'on peut dire que son image prend un coup? Un sérieux coup, un très grand coup. Et il faut dire que on avait suffisamment commenté le rapport de la Chambre des comptes. Je crois qu'on ne doit plus revenir dessus. Mais c'est le rapport du ministre Moutazé, ministre des Finances, qu'on doit maintenant commenter. Et je crois que ça doit donner matière également à commentaire. Parce que ce rapport met encore sur la sellette l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui n'a pas manqué de faire une énième sortie. Pour dire, je le recite, il y a tromperie sur la marchandise. Ça, c'est les termes de Jean-Michel Nietzsche. Et il s'explique. D'abord, sur la forme, il dit que le rapport du ministre des Finances était attendu depuis pratiquement 6 mois et cela se justifie parce que le Premier ministre avait fait une lettre pour exiger que sa lettre, je crois qu'il date de juin 2020, exigeait trimestriellement un rapport de chaque département et surtout du ministre des Finances. Malheureusement, on n'en l'a pas eu et c'est aujourd'hui que le rapport du ministre des Finances sort. Loin de là. Et là, c'est sur le fond. Et là, c'est très grave. Là où Jean-Michel Nietzsche parle de tromperie sur la marchandise, c'est que depuis, on parlait de 180 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, Jean-Michel Nietzsche nous démontre que effectivement, et c'est le rapport du ministre qui le confirme, sur les 180 milliards de francs CFA, c'est seulement 161 milliards qui ont été dépensés, dont un taux de réalisation d'environ 89%. Malheureusement, et là je le dis, et je recite également l'honorable Jean-Michel Nietzsche, sur les 161 milliards de francs CFA, il s'agissait en réalité de 222 milliards de francs CFA, et donc 180 milliards, comme tout le monde le pense. Ce qui veut dire qu'il y a un gap déficitaire de près de 60 milliards, dont personne n'arrive à justifier où est la destination. Donc, au-delà des 41 milliards ou 46 milliards qu'on demande au ministre de la Santé de justifier, je crois que c'est l'ensemble du gouvernement et surtout le ministre des Finances lui-même qui devrait justifier où sont partis les 60 milliards, puisqu'on leur a démontré que c'est seulement 161 milliards qui ont été dépensés sur 222 milliards de francs CFA reçus. On va dire un mot sur le docteur Fridolin-Quai, qui assume sa récente position prise en faveur de certains éléments de l'armée, à qui la demande de ne pas exécuter les ordres illégaux. Oui, mais il dit qu'il assume, mais pendant ce temps, on l'attend à la gendarmerie, il ne vient pas assumer la convocation pour qu'il vienne s'expliquer. Il ne doit pas assumer, la presse, il doit assumer devant la convocation de la gendarmerie. Moi, je pense que c'est la seule façon d'assumer. Casimir. Oui, la même chose. Fridolin-Quai, c'est un philosophe, c'est un enseignant d'université qui a bénéficié, il faut le dire, de tous les services du Cameroun et qui aujourd'hui est l'un des premiers à insulter le même Cameroun et qui prêche par le mauvais exemple. Donc, malheureusement, il ne veut pas assumer ses propres propos. Il dit une chose, aujourd'hui, il dit qu'il assume. C'est ce que tout le monde souhaite. Lorsque vous avez craché en l'air, soyez prêts à récupérer le réceptif. Il a demandé aux armées de ne pas exécuter des ordres illégaux. Oui, je dis, c'est pour cela que je dis qu'il doit assumer. Et j'ai voulu chuter par un proverbe bien connu. Lorsque vous avez craché en l'air, soyez prêts à recevoir le résultat sur votre face. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les matins, entre 9h20 et 10h sur Equinox Télévision. C'était la revue des grandes, une édition de ce mardi 27 juin. Merci pour votre fidélité. À demain, 9h20.